Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, de retour d'Orlando. Donc on va pouvoir reprendre l'activité normale, entre guillemets, des vidéos. J'espère que je vous ai pas trop manqué quand même. Euh, il s'est passé énormément de choses en l'espace d'à peu près 10 jours depuis la dernière vidéo. Donc on va pas revenir sur tous les matchs les uns après les autres parce que ça va être beaucoup trop long. J'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes. Euh, mais on va quand même revenir sur les éléments importants qui se sont déroulés ces derniers jours, à commencer malheureusement par le rayon infirmerie, parce qu'on n'a pas été gâté. Ça s'est vraiment enchaîné de manière assez effroyable, puisque ça a commencé par Lonzo Ball, qui, bon, on le savait, était absent avec son souci au genou. Mais au départ, on nous disait, ah, c'est pas bien grave, ça va pas le perturber sur le long terme, il va revenir assez vite, c'est pas quelque chose de grave. On a déjà entendu ça par le passé de la part des Bulls, c'est pas bien grave, ça va vite revenir, et puis au final, c'est pire que ce qu'on imaginait, et c'est ce qui s'est passé avec Lonzo Ball. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est quand même important, et ça va être une absence assez conséquente, puisque au final, des examens ont montré qu'il avait une déchirure au niveau des ligaments du genou gauche et qu'il a besoin de se faire opérer, ce qui va lui faire manquer 6 à 8 semaines. Donc il se fait opérer ce vendredi matin, et les 6 à 8 semaines d'absence commencent à partir de là. Donc ça fait déjà plus de 10 jours, 2 semaines qu'il est absent, ça fait pas partie des 6 8 semaines qui sont comptabilisées pour son temps d'absence. Donc pour lui, fin mars, début avril, en termes de target pour son retour, quoi, tout simplement. Donc on va voir comment ça se déroule quand on aura plus d'infos sur comment s'est déroulée l'opération, etc. Mais voilà, c'est prévu pour ce vendredi matin. Donc quand même absence assez emmerdante. Autre absence extrêmement emmerdante là aussi, c'est Alex Caruso, qui était revenu contre les Cavs, qui avait une limitation de minutes sur ce match-là, mais on a vu tout de suite que voilà, il était à fond, il provoquait des passages en force, il se jetait sur les ballons au sol. Il avait été très bon. Il y avait dans l'idée qu'il joue de plus en plus de minutes au fil des matchs, mais dès le deuxième, retour par la case infirmerie et pour du long terme, parce que il a subi un attentat de Grayson Allen, hein, je peux pas l'appeler autrement, c'était tout simplement ridicule. Euh, sur une transition, il monte au cercle et Grayson Allen, tout d'abord le déséquilibre avec son bras gauche, bon ça, mais après avec le bras droit, comme s'il l'agrippait en l'air, et du coup énorme chute, réception absolument dégueulasse, il se cogne la tête contre le parquet. Moi au début j'ai cru une commotion, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que moi je regardais ce match dans un bar à Orlando, il n'y avait pas le son de ce match là sur l'écran, donc je j'entendais pas ce que les commentateurs disaient. Mais pour moi, vu comment il s'était cogné la tête au sol, c'était commotion, il peut pas revenir. Et là, je le vois revenir mettre ses lancers francs. Enfin, non, je crois qu'il a loupé ses lancers francs. Mais derrière, il met un panier à 3 points, il fait encore des plays défensifs. C'est arrivé dans le troisième quart-temps, il a joué 9 minutes dans le quatrième quart-temps. Il a mis un énorme contre sur Giannis, qui ensuite est devenu un entre-deux. Bref, il a fini le match. Je me dis quand même, c'est fou. Et le lendemain, on apprend que, en fait, en retombant sur cet attentat de Grayson Allen, euh, il a aggravé une blessure qu'il avait déjà au poignet, donc il jouait avec cette blessure, mais qui n'était pas énorme à ce moment-là. Mais avec cette chute-là, ça a énormément amplifié ça, donc fracture du poignet, opération, qui elle a eu lieu lundi, et donc lui, pareil, 6 à 8 semaines d'absence. Mais c'est pas tout à fait la même chose que Lonzo Ball, parce que euh, Lonzo Ball, on parle de 6 à 8 semaines avant son retour, alors que Caruso, c'est 6 à 8 semaines avant qu'il soit réévalué et voir où il en est et quand il peut éventuellement revenir. Donc voilà, c'est des petites nuances comme ça qui font que on ne sait pas exactement quand Caruso va revenir, mais dans le meilleur des cas, ce sera pas avant la fin mars lui aussi. Donc ça fait quand même tes deux principaux meneurs de jeu qui sont pas là, deux de tes meilleurs défenseurs également qui sont pas là, jusqu'à au mieux la fin mars, voire début avril. Donc c'est quand même extrêmement emmerdant. Et puis la troisième, tu vois, ça les a enchaînés. Donc en l'espace de 4 5 jours, on a eu Lonzo, on a eu Caruso, et puis Derrick Jones Jr., qui lui aussi, un peu comme Lonzo Ball, était absent depuis déjà quelques jours. Il avait un souci au genou. On se rappelle tous de cette image terrible quand il s'est réceptionné sur son genou droit avec la jambe pratiquement pliée dans l'autre sens. Et lors d'un entraînement où il était en train
En fait, d'après ce que Billy Donovan expliquait, c'était un entraînement à 5 contre 0 où tu as les 5 joueurs qui remontent le parquet et qui font des passes voilà, en termes d'anticipation, etc. Contre aucun défenseur, mais c'est juste voilà, pour se faire des passes et savoir où, comment se placer, etc. Et en fait, sur une passe, apparemment, la balle a tordu le doigt. Tu vois, il l'a mal réceptionné, ça lui a tordu le doigt. Et fracture de l'index de la main droite pour Derrick Jones Jr. qui va porter une attelle et devrait lui aussi manquer entre 6 et 8 semaines. Donc c'est un peu le thème récurrent en ce moment pour les Bulls quand un joueur se blesse, c'est 6 à 8 semaines d'absence. Donc c'est quand même assez emmerdant, même s'il y a quand même un espoir avec son attel que ça puisse réduire un petit peu son temps d'absence, même si bon, il faut quand même pas s'attendre à ce que Derrick Jones Jr. soit là avant au mieux la mi-mars. Donc voilà, c'est tout des absences longue durée qu'on a, c'est quand même assez emmerdant. Encore une fois, avec nos deux meneurs de jeu principaux, nos, quasiment nos meilleurs défenseurs, et on compte pas Patrick Williams là-dedans, mais qui lui aussi pourrait éventuellement revenir fin mars, début avril. Donc si tu récupères tout ce monde-là, grosso merdo, entre la fin mars et début avril, et que tu arrives à récupérer une certaine, comment dire, alchimie collective, mais aussi que ces gars-là se mettent dans le rythme pour les playoffs, peut-être qu'à ce moment-là, on se dira, ça a été un mal pour un bien. Mais d'ici là, c'est quand même compliqué parce que tu dois faire 2 mois sans tous ces joueurs-là, qui sont des joueurs extrêmement importants de la rotation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien et ce sera pas simple. Heureusement, quand même, tout n'est pas si noir. Il y a quand même des retours de blessures et des retours qui ont fait beaucoup de bien sur les derniers matchs, puisque Zach Lavine est revenu en même temps que Javonte Green lors du déplacement à Oklahoma. Et tout de suite, on a vu voilà, beaucoup plus d'impact offensivement et défensivement quand ces deux gars-là sont revenus. Euh, on sortait d'un match à Orlando absolument exécrable, où on avait fait 10 passes décisives sur l'ensemble du match. Il n'y avait que des Rosanne qui existaient dans ce match-là. Vucevic était affreux, Kobe White a fait quelques bons passages, mais c'était pas sur la longueur. Même Ayo Dosunmu sur ce match-là était pas génial. Donc quant à Lavine, Ball, Caruso notamment, qui sont absents, et que derrière, sur les joueurs qui sont valides, Vucevic passe au travers, Kobe White c'est un coup oui, un coup non, et Ayo Dosunmu passe au travers. Même face à Orlando qui est dernier de la conférence Est, c'est très très compliqué et on a souffert sur ce match-là. On a perdu 19 points de mémoire, je crois, 114-95, donc c'était assez affreux. Mais bref, le lendemain, on jouait à OKC. Green et Lavine ont fait le déplacement, ils ont rejoint l'équipe, ils étaient tous les deux titulaires. Et tout de suite, on a vu beaucoup d'améliorations dans la fluidité de notre jeu offensif, avec une menace supplémentaire en attaque, plus de shoot à 3 points. Parce que quand Lavine et Ball sont absents, t'as quasiment pas de shooter à 3 points, à part Kobe White. Donc tout de suite, tu as beaucoup moins de menaces extérieures et tu dois jouer autrement. Là, avec le retour de Lavine, ça a proposé une solution en plus et ça a aussi déchargé des Rosanne de certaines responsabilités au scoring. D'autant qu'il n'a pas joué ce match à OKC. Des Rosanne, il était laissé au repos, mais on a vu que ça lui a fait du bien d'ailleurs parce que sur le match contre à domicile contre Toronto, où on a vu DeRozan et Vucevic et Lavine qui étaient tous vraiment au top. Voilà, ça a fait des différences incroyables. Donc voilà, c'était important de récupérer des joueurs comme ça. Et puis Javonte Green a été monstrueux aussi sur ces deux matchs depuis son retour. Il est en limitation de minutes, mais il est titulaire et il est là sur tous les ballons, tous les rebonds. Dès que les adversaires font une passe, il est là pour essayer de l'intercepter. Il a été extrêmement important aussi sur son mouvement loin du ballon, ses cuts, backdoor. Il a claqué plusieurs dunks comme ça qui ont fait du bien à des moments où Toronto nous mettait un petit peu sous les traits noirs grâce à leur grosse défense. Euh, et, et donc on s'en est sorti aussi parce que Javonte Green a été très fort des deux côtés du parquet sur les deux matchs depuis qu'il est revenu. Donc voilà, ça a été, comme je disais, on a fait 10 passes décisives sur tout le match contre Orlando. Le lendemain à OKC, on avait 10 passes décisives dans le premier quart-temps. Et sur le match contre, pardon, sur le match contre Toronto, on avait, je crois, 10 passes décisives sur nos 10 premiers paniers sur le premier quart-temps. Donc voilà, tout de suite, c'était beaucoup plus fluide collectivement. Et donc ça, voilà, c'est des retours qui ont fait beaucoup de bien. Donc maintenant, espérons que la liste des blessures ne s'allonge pas encore plus. Là, on a Ball, Caruso, Jones, Williams. Pendant au moins 2 mois, il faudra faire sans tous ces gars-là. Euh, voilà, espérons que la liste n'augmente pas et que si on reste à ces 4 joueurs-là
et qu'on a tout le reste qui est dispo, on devrait quand même être capable de s'en tirer parce que voilà, on a récupéré des joueurs qui apportent quelque chose défensivement, offensivement. euh, une menace à 3 points avec Lavigne, donc voilà, même si c'est toujours chiant de devoir composer avec les absents, voilà, si la liste d'absents n'est pas plus longue que ce qu'elle est actuellement, on peut quand même voilà, lutter pour les premières places de l'Est. Actuellement, on est deuxième derrière Miami qui a fait un gros run dernièrement. Mais voilà, on peut quand même rester dans la course le plus longtemps possible. Sachant que par exemple, Brooklyn joue beaucoup de matchs sans Kyrie Irving, Kevin Durant est absent pour plusieurs semaines. Euh, donc c'est un concurrent qui est un petit peu affaibli aussi. Derrière, Philadelphie pousse fort avec un Joel Embiid absolument monstrueux en ce moment. T'as toujours Milwaukee à l'affût, même si voilà, ils sont encore assez irréguliers. Mais voilà, si on reste comme ça, comme on est actuellement et que la liste de blessés n'augmente pas, on a quand même la capacité avec DeRozan, avec Lavine, avec Vucevic, avec Ayo Dosunmu de faire quelque chose de solide. Vucevic d'ailleurs, il faut en parler parce que bah, voilà, il est un peu le baromètre en ce moment. Quand il est bon, euh, tout roule pour nous presque. Et quand il est pas bon, on est vraiment en grosse difficulté. Et il suffit de voir le back-to-back Orlando-OKC. À Orlando, il a été exécrable. Je crois qu'il fait quelque chose comme 4 sur 19 au shoot. Défensivement, il se fait défoncer. Et on se fait humilier sur ce match-là. Et le lendemain, il est fabuleux à OKC. Il est à droite dès le début de match. Il s'impose dans ses match-ups. Il profite des mismatchs. Il met des post-ups. Il est là au rebond, et quand il rentre ses deux trois premiers paniers du match, tout de suite tu le sens plus en confiance, il est plus impliqué en défense. Moi, à Orlando, je l'ai vu aller sur le banc, il met des grands coups à sa chaise, parce que j'étais pas loin du banc. Et le lendemain, tu l'as vu tout de suite beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, souriant, avec le retour de la vigne, etc. Mais voilà, en fait, c'est mentalement, psychologiquement, si tu le vois mettre ses deux trois premiers shoots du match, derrière, il est tout de suite en confiance, il est plus impliqué défensivement, il suit mieux son gars. T'as l'impression qu'il hésite moins sur est-ce que je monte sur le gars, est-ce que je reste près du cercle. T'as l'impression que voilà, c'est toute une mécanique, et il suffit, ça commence bien et derrière il enchaîne, et c'est ce qu'on a vu sur ces deux derniers matchs quoi. Et voilà, contre Toronto c'était la même chose, il a rentré ses premiers shoots, il a mis quelques hooks, il s'est imposé dans les duels au rebond, il a mis un ou deux contre, et tout de suite derrière il a enchaîné. Donc voilà, il faut qu'on trouve comment maintenir Vucevic dans voilà, dans cet état-là, quoi. Il faut qu'il soit en confiance parce que voilà, c'est tout de suite beaucoup plus simple pour l'attaque et pour la défense des Bulls si on a un Vucevic au top de sa confiance, quoi. Donc c'est un petit peu au jour le jour, tu sais, d'un match à l'autre, tu sais pas trop à quoi t'attendre avec lui en termes de s'il est bien luné ou pas, mais quand c'est le cas, il est énorme. Il est passé tout proche d'un triple-double contre Toronto. Il a rentré un gros shoot à 3 points à 14 secondes de la fin pour sceller la victoire, et ça va lui faire beaucoup de bien. C'est le même type de shoot qu'il avait tenté contre Boston pour la gagne dans les dernières secondes, et il l'avait loupé. Et au final, on avait perdu ce match-là bah, sur la dernière possession. Mais là, il a rentré ce shoot-là qui est quasiment du même endroit, et ça va lui faire beaucoup de bien. Et voilà, il suffit qu'il enchaîne sur la lignée de ces deux derniers matchs là contre OKC et contre Toronto. Et si on a un Vucevic comme ça sur les prochains matchs, on est quand même beaucoup plus serein. Donc voilà, pourvu que ça dure. Euh, un autre joueur qui s'est bien signalé dernièrement, c'est Ayo Dosunmu, même si bon, voilà, ça fait quand même un moment qu'il enchaîne les gros matchs. Mais voilà, son match à OKC, où il bat un record pour un rookie des Bulls en rentrant ses 9 premiers shoots. Le record, c'était Orlando Woolridge en 82 qui avait inscrit ses 8 premiers shoots sur un match avant de louper. Donc, mais enfin, entre ça, entre sa défense qui est monumentale, peu importe contre qui tu le mets, ses passes aussi, parce que maintenant il gère la main, et il a eu beaucoup de passages extrêmement productifs pour ça, avec des super passes, que ce soit pour servir à l'intérieur, pour driver et ressortir la balle, ou en transition. Il est capable de trouver la bonne passe, et il a rentré quelques shoots voilà, tout simplement somptueux. Là, quand il commence à 8 sur 8 à OKC, il a mis des mid-range, on dirait que c'est DeRozan qui lui a tout appris, quoi. Des shoots voilà, à la DeRozan. DeRozan est mis au repos ce soir, il joue pas. T'inquiète, je vais mettre les mid-range à sa place. Franchement, c'était assez propre. Donc ouais, Ayo il fait vraiment plaisir, et c'est devenu un élément déjà ultra précieux de cette équipe, et lui il faut vraiment espérer qu'il soit là tout le long, qu'il se blesse pas, parce que il apporte tellement de choses des deux côtés du parquet que voilà, c'est un régal de le voir jouer.
Euh, dans ceux qui ont un peu moins bien performé sur les derniers matchs, on peut noter Kobe White qui a eu une baisse d'adresse assez significative, notamment à 3 points. D'ailleurs, il y en a qui s'amusent bien à le souligner sur Twitter. Dès qu'il loupe quelques shoots à 3 points, tout de suite on le met en évidence. Par contre, quand il enchaîne les cartons offensifs, pas un mot. Mais avec Kobe White, c'est toujours un peu comme ça. Dès qu'il fait de bonnes choses, c'est un peu. On n'en parle pas. Et puis, par contre, dès qu'il passe au travers, on en remet bien une couche. Parce que voilà, je sais pas ce qu'il a fait, Kobe White, à ces gens-là. Mais je sais pas, est-ce qu'il a insulté leur mère ou j'en sais rien. Mais enfin, bref, ces gens-là, faut pas trop en parler. Euh, mais c'est vrai que là, sur les deux trois derniers matchs, à Orlando, je l'ai trouvé pas mal, Kobe, mais encore une fois, c'était par intermittence. Mais bon, à part DeRozan, personne n'a vraiment été excellent sur ce match-là. Euh, mais ouais, à OKC, et même là contre Toronto, il y a eu des passages un petit peu plus compliqués de sa part. Je pense pas que ce soit le fait d'être retourné sur le banc, vu qu'il y a eu les retours de Lavine. Je pense que c'est surtout, voilà, il était tellement énorme depuis à peu près 3 semaines qu'il fallait que ça retombe à un moment donné. Là, en ce moment, c'est un petit peu moins bien en termes d'adresse, mais il est toujours précieux dans ses attaques du cercle, dans son scoring au global, même s'il y a parfois des shoots un peu compliqués. Mais dans l'ensemble, il montre encore quand même de bonnes choses. Il a donné de bonnes passes aussi. Défensivement, il essaye d'être là. C'est pas toujours flamboyant, mais il s'implique et il s'applique. Donc voilà, même si en ce moment au shoot, voilà, il a un peu plus de loupé que sur les semaines précédentes, il reste quand même un joueur précieux de cette équipe, un des rares capables d'apporter du scoring en sortie de banc. Donc voilà, il faut continuer avec Kobe White. D'autres qui ont un petit peu moins bien performé dernièrement, Tony Bradley. Oh là là, Tony Bradley, il a plus du tout la confiance, là, il y est plus du tout. Dès qu'il rentre, il fait des fautes débiles, il est mal placé défensivement, il se fait exploiter alors que c'est le mec le plus grand, le plus costaud qu'on a. Il est pris de vitesse, il est pris en puissance. Ses entrées là sur les derniers matchs, c'était catastrophique, au point que maintenant Donovan préfère mettre Tyler Cook en remplaçant au poste 5. Bradley n'a pas du tout joué contre Toronto, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. On peut, pardon, on peut également évoquer Alfonso McKinney qui est, ouais, ses entrées en jeu sont déjà rares et en plus ouais, elles apportent pas grand chose. Donc c'est vrai que au niveau de la production du banc, Matt Thomas a rentré quelques bons shoots par-ci par-là, notamment à Milwaukee, il avait fait un très gros match. À Orlando, il était plutôt correct. Mais bon, voilà, il était sur une période plutôt pas mal, mais enfin voilà, ça reste un apport qui est pas non plus exceptionnel. Troy Brown, j'aime beaucoup son activité au rebond. Il retrouve une certaine adresse à 3 points depuis quelques matchs. Donc s'il peut apporter un petit peu de scoring, c'est pas mal non plus. Mais voilà, globalement, l'impact du banc sur les derniers matchs n'a pas été extra. Donc ouais, ce serait bien que ça reprenne un petit peu du poil de la bête à ce niveau-là. Mais bon, bref. Euh, on a fait un petit peu le tour. Hein. J'avais pas fait de vidéo depuis avant le match contre Memphis, donc ça fait quand même pas mal de temps. Je crois qu'il y a eu 3 victoires, 3 défaites depuis la dernière vidéo. Donc voilà, on va quand même revenir sur celle d'Orlando, puisque j'y étais, donc c'est quand même toujours sympa d'en parler un peu. D'autant que voilà, l'ambiance était géniale à la Moët Center, énormément de fans des Bulls. Quand on attendait avant l'ouverture des portes devant le stade, c'était assez surprenant de voir autant de mecs avec des maillots de Lavine, des Rosanne, ou même des maillots plus anciens, des Jordan, des Pippen, des Derrick Rose, j'ai vu plein de trucs, ou même sans être des maillots, tu vois, des casquettes, des hoodies, des vestes, c'était vraiment incroyable de voir autant de fans des Bulls. Et surtout, j'avais l'impression qu'on était presque tous réunis au même endroit dans le stade. C'est comme quand tu vas voir un match à l'extérieur au foot et que t'as un parquage visiteur avec tous les supporters adverses qui sont réunis au même endroit. Et là, tu avais l'impression, franchement, qu'on était vraiment très nombreux dans la partie du stade où moi j'étais. En fait, quand tu regardes le match, là où donc tu as le banc des Bulls et derrière tu as là où ils rentrent et sortent pour aller au vestiaire. Et juste au-dessus, moi j'étais 3 rangées juste au-dessus de ce passage-là. Et là, il y avait vraiment beaucoup de fans des Bulls à cet endroit-là. Donc ouais, ça donnait une ambiance vraiment sympa. Tu avais plein de chants MVP quand DeRozan prenait des lancers francs. C'était assez fun. Bon, après le match en lui-même, bon, à part DeRozan qui sort un season high de 41 points, et ça, c'était quand même vraiment kiffant de le voir jouer en live parce que ce mec a des moves assez exceptionnels.
Mais bon, le match en lui-même, bon, bah, on perd de 19 points, on se fait défoncer défensivement, on laisse les mecs attaquer notre cercle. Jalen Suggs, il a claqué des dunks en contre-attaque en fin de match. Voilà, Wendell Carter aussi, il s'est fait plaisir sur plusieurs alley-oops. Les frères Wagner, ça a été une catastrophe face à nous. Ils nous ont pulvérisés, on n'a jamais été capable de les stopper. Et même défensivement, ils ont fait des différences. Ils provoquaient des passages en force, ils s'imposaient au rebond. C'était. Franchement, Orlando, c'est une équipe qui est en bas de classement, mais j'aime beaucoup les jeunes qu'ils ont. J'aime beaucoup Cole Anthony, j'aime beaucoup Suggs, les frères Wagner, Wendell Carter aussi. Ils ont vraiment un gros potentiel. Un gros potentiel. Je dis pas que ça va être une équipe qui va être contender dans les prochaines années, mais il y a quand même, tu vois, il y a des équipes de bas de classement où je suis moins confiant pour la suite, pour genre Détroit. Ok, il y a Cade Cunningham, mais derrière, oh, c'est affreux. Alors que Orlando, il y a vraiment plusieurs bons jeunes vraiment intéressants dans cette équipe, donc à terme, pourquoi pas. Mais bref, voilà, c'était vraiment sympa d'être à ce match-là quand même, même si bah, voilà, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Mais ça, quand tu vas voir un match que tu prépares à l'avance ton voyage et tout, tu peux pas anticiper ce que va être le score, ce que va être le match. Tu peux pas anticiper que toi, on a calculé ce voyage-là genre en novembre. À ce moment-là, tu peux pas anticiper que Lavine sera pas là, que Lonzo Ball sera pas là, que Caruso sera pas là, que voilà, Green, Jones, etc. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Malgré tout, ouais, c'est toujours fun de pouvoir faire un match dans une salle NBA. Donc si jamais vous avez l'occasion de le faire, franchement, c'est top, que ce soit à Orlando ou à Chicago ou ailleurs. Euh, c'est c'est, euh, c'est vraiment un truc à faire si vous avez l'occasion. Et le budget, parce qu'évidemment c'est quand même un budget de faire le voyage, etc. Mais voilà, si l'occasion se présente, faut y aller parce que c'est quand même vraiment des moments toujours sympas. Et puis voilà, comme je disais, le match en lui-même était exécrable de la part des Bulls, mais voilà, voir DeRozan mettre 41 points, ce qui est son record cette saison, bah voilà, c'était quand même balèze. Et puis, autre chose qui était vraiment fun à Orlando, il y a eu Rémi Reverchon qui a fait son livre sur les road trips NBA, et sur la page Orlando, il conseille, voilà, à Orlando, il y a beaucoup de outlets, tu vois, où tu peux faire beaucoup d'affaires pour acheter des chaussures moins chères, où ça arrive directement du fabricant, et donc t'as pas un distributeur au milieu qui rajoute une marge, donc c'est beaucoup de trucs moins chers. Et j'ai fait une affaire de ouf. Il y a un magasin où ils vendaient des maillots, pas vraiment des maillots NBA, mais les maillots des joueurs qui sont maintenant des stars NBA, mais quand ils étaient au collège, en high school. Et le mec, j'arrive dans la boutique, il me dit un maillot acheté, un maillot offert. Bon, bah là, direct. Michael Jordan à Lenny High School, donc en Caroline du Nord, avant qu'il aille évidemment à North Carolina. Et Derrick Rose à Simeone. Parce que franchement, bah voilà, quand t'as une occasion pareille, hein, t'es obligé d'y aller, hein. Même à peine plus de 100 $ pour les deux maillots. Donc quand on a deux pour le prix d'un, voilà, ça fait quoi? Ça fait 90 € à peu près. Ouais, à peu près 90 € pour ces deux maillots-là. Bon bah voilà, forcément t'y vas. Euh, Dernier truc vite fait, Demar DeRozan est titulaire au All-Star Game. Je pense pas que ça soit une surprise pour qui que ce soit. Quand on a vu les premiers votes revenir des fans, etc., on se doutait que ça allait être comme ça. C'est mérité. On se rappelle quand même qu'il a été voté pire move de l'intersaison en octobre par des scouts et des GM de franchise NBA, donc c'est quand même assez grave. Mais voilà, les fans, plus les médias, plus les joueurs ont fait de DeRozan le joueur avec le plus de votes parmi les arrières à l'Est, et sixième joueur avec le plus de votes en tout, Est, Ouest, tout poste confondu. Donc c'est quand même assez énorme, il avait plus de 5 millions de votes. Et le deuxième parmi les arrières à l'Est, c'était au niveau des votes des fans, c'était Trae Young avec 2 700 000 et quelques mille. Donc il était quasiment moitié moins de votes que DeRozan. Donc c'est dire le plébiscite pour lui à l'arrière à l'Est. Euh, Zach Levine a fini troisième pour les votes des fans et deuxième au niveau des votes pour les médias et les joueurs. Il devrait être sans surprise élu parmi les remplaçants. Jeudi prochain, c'est l'annonce pour les remplaçants. Donc il y a quand même, franchement, qui doute que Zach Lavine soit nommé dans les remplaçants? Je veux dire, c'est sûr. Enfin, je veux dire, à moins d'une blessure ou quoi, il sera nommé dans les remplaçants jeudi prochain. Donc voilà, vu la saison qu'il fait, vu le classement des Bulls. Mais j'ai bien aimé que Charles Barkley, au moment de l'annonce officielle sur TNT, le dise tout de suite. J'aurais aimé que Zach Lavine soit titulaire parce que j'adore Trae Young, mais Atlanta est quand même 12e à l'Est et ça fait pas sérieux.
Donc je suis assez d'accord avec ça, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est Trae Young qui sera titulaire. Zach LaVine sera de toute façon All-Star pour la deuxième fois consécutive. Euh, Ce sera annoncé la semaine prochaine, donc je me fais pas, j'ai pas de doute à ce niveau-là. Donc voilà, mais voilà, pour DeRozan, c'est une telle récompense. On disait qu'il était perdu à San Antonio, que voilà, mais là maintenant il est à Chicago, il a retrouvé l'amour du jeu, comme il le dit plein de fois depuis ces dernières semaines dans plein de podcasts. Il dit j'ai retrouvé la joie de jouer, etc. Donc voilà, c'est une belle récompense pour lui qui est quand même devenu le deuxième joueur le plus rapide dans l'histoire des Bulls à inscrire 1000 points depuis derrière Michael Jordan, tout simplement dans son année rookie. Donc, et puis voilà, un des meilleurs scoreurs dans les quatrièmes quart-temps, deux buzzer beaters en 2 soirs, ce qui avait jamais été fait avant en NBA. Enfin voilà, il y a tellement de trucs que tu peux mettre dans la liste des trucs positifs qu'a fait DeRozan depuis qu'il est là, que voilà, c'est forcément mérité qu'il soit titulaire au All-Star Game. Et donc voilà, pourvu que ça se poursuive jusqu'à la fin de saison, qu'il soit dans les All-NBA Team, etc. Et puis voilà, on va continuer de se régaler à le voir tous les soirs. Euh, on va terminer avec le quiz. La dernière fois, je vais demander qui était le dernier joueur à avoir porté le 14 avant Malcolm Hill qu'on a signé dernièrement. C'était un joueur que personnellement j'aimais pas mal. C'était Wayne Selden qui avait fait un bon petit passage quand il était arrivé aux Bulls en 2019 via Trad. Il avait joué genre 3 mois, mais j'avais trouvé ses matchs plutôt corrects. Et cette fois-ci, la question, alors, en 1994, il y a 3 joueurs des Bulls qui sont sélectionnés au All-Star Game. C'est la seule fois où il y en a eu 3. Pippen, Horace Grant et B.J. Armstrong. Pippen est titulaire. Et qui est l'autre entre B.J. Armstrong et Horace Grant qui était titulaire lors du All-Star Game? Il y en a un des deux qui était titulaire. Lequel? B.J. Armstrong ou Horace Grant? Voilà, dites-moi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, parce que maintenant que je suis revenu, on va pouvoir en faire un peu plus régulièrement. Là, on se déplace à San Antonio cette nuit. Donc ça va être encore un match sympa pour DeRozan qui vient de jouer Toronto et qui maintenant joue San Antonio. Ensuite on va à Portland dimanche 21h30 horaire français. Alors moi je serai au boulot, je le verrai pas en live, mais voilà, pour vous c'est vraiment cool de le regarder en live. Et en plus une équipe de Portland sans Damian Lillard qui s'est fait opérer il y a pas longtemps, sans Nasir Little qui s'est blessé également dernièrement. Donc une équipe bien diminuée, donc il faudra en profiter pour enchaîner et terminer janvier sur une bonne note. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, et puis comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.